Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Amis africaines, Africains du continent et des diasporas, en ce samedi 26 avril 2025, je choisis de vous entretenir pendant quelques minutes d'un phénomène que nous avons observé et qui doit être une école pour nous tous, à savoir les maladresses flagrantes de l'opposant ivoirien Tidiane Thiam, maladresses qui doivent être une école pour tous les opposants africains dans cette phase décisive de la lutte des peuples africains pour la conquête de leur véritable souveraineté. Dans la vie, il faut prendre chaque expérience, positive ou négative, comme une occasion d'apprendre. D'apprendre davantage soi-même, d'apprendre davantage des autres et de s'inspirer de ce que les autres ont fait de mieux ou de ce que les autres ont fait de pire pour toujours s'efforcer de mieux faire. En vous parlant cet après-midi des maladresses flagrantes de l'opposant Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas, pour ainsi dire, remuer le couteau dans la plaie douloureuse qu'il ressent à l'instant précis où je parle. Car l'exclusion électorale, l'exclusion citoyenne dont il vient d'être victime est loin de devoir ou de mériter d'être de près ou de loin encouragée. Cette exclusion est la énième exclusion de cette nature, subie par les opposants politiques en Côte d'Ivoire, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à des exclusions similaires subies par des opposants politiques dans plusieurs autres pays africains. Mon propos ici n'est pas de dire c'est bien fait. Mon propos ici n'est pas de dire, comme on dirait dans mon pays natal, le Cameroun, Achou Kangongoli. Mon propos, c'est pas de dire, comme on dit, dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, Belelou. Mon propos est d'analyser le positionnement de l'opposant Tidiane Thiam dans cette séquence historique particulière en Côte d'Ivoire pour en tirer des leçons pour nous tous. Car, en effet, ce que je vais démontrer, c'est qu'il a posé successivement des gestes que nous devrions éviter, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout ailleurs en Afrique, où nous aspirons à rendre à nos peuples endoloris, dominés, opprimés, écrasés, exploités, leur souveraineté, leur prospérité, leur sécurité et leur dignité. Mais nous allons procéder de manière méthodique, afin que nul ne perçoive dans cette intervention une quelconque forme de règlement de compte. Car je dis bien, il s'agit d'apprendre des maladresses de cet homme politique et de la situation extrêmement scandaleuse, désagréable, terrible dans laquelle il se trouve. D'abord par la faute, bien sûr, d'Alassane Dramane Ouattara, mais ensuite et surtout par sa propre faute, lui, Tidiane Thiam. Car, bien sûr, la responsabilité de l'exclusion électorale, de l'exclusion citoyenne que subit Tidiane Thiam, incombe à Alassane Dramane Ouattara. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce régime est connu pour sa propension à instrumentaliser la justice dans ce qu'on appelle les méthodes du lawfare contre ses opposants. Mais nous allons analyser ce qui, dans le positionnement, la démarche même de Tidiane Thiam, a rendu inéluctable la désillusion dans laquelle il se retrouve aujourd'hui et qui doit être une leçon et une école pour nous tous. Commençons par le commencement. Mais personne de sérieux ne peut dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Puisqu'il est né en Côte d'Ivoire de père et de mère ivoiriens. Personne de sérieux ne peut dire que Tidiane Thiam soit le seul ivoirien de naissance, de père et de mère, à avoir acquis d'autres nationalités. Car des Ivoiriens ayant acquis d'autres nationalités, il y en a probablement des millions. Et il y a des Ivoiriens qui sont là et qui sont dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui sont là et qui sont des députés du parti d'Alassane Dramane Ouattara, le RHDP.
qui sont nés de père et de mère ivoiriens et qui possèdent des passeports de pays étrangers. Et je pense que le rôle fondamental de ce scandale de plus qui vient d'avoir lieu sera d'amener le peuple ivoirien à passer en revue l'état des nationalités de la totalité de ses élus. Depuis les élus des conseils départementaux, des conseils régionaux, jusqu'aux élus des conseils municipaux, jusqu'aux élus de l'Assemblée nationale, jusqu'aux membres du Sénat, jusqu'aux membres du gouvernement et jusqu'au président autoproclamé de la République, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler la tranquillité de toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Cette énième affaire d'exclusion est l'occasion pour le peuple ivoirien de se donner les moyens de passer en revue l'état de sa classe politique. Je dis d'abord à l'avantage de Tidiane Thiam ceci. Si on mène une enquête dans le RHDP, dans le gouvernement RHDP, si on remet à nouveau une enquête sur Alassane Dramane Ouattara lui-même, on verra que ce qui est reproché en se servant de l'article 48 de la Constitution actuelle, ce qui est reproché à Tidiane Thiam est reprochable à des dizaines de membres de l'actuel gouvernement ivoirien. Cela est reprochable à des centaines de députés ivoiriens, pas seulement du RHDP, mais également de l'opposition. Cela est reprochable à des milliers d'élus municipaux, d'élus départementaux, d'élus régionaux, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À savoir, le fait qu'ils aient acquis une autre nationalité après leur nationalité ivoirienne originelle. De telle façon que, en réalité, la Côte d'Ivoire a ici un devoir à contracter, c'est de mettre en ordre les lois, de telle façon qu'elles reflètent la réalité de la diversité de sa population. Ou alors, de régresser vers une promotion de la mononationalité ivoirienne comme condition de toute activité politique. Là, ce n'est pas simplement sur le cas de Tidiane Thiam que je m'appesantis dans cette introduction. Je veux d'abord indiquer qu'il y a un problème. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce problème se pose dans plusieurs pays africains. Comme mon pays natal, le Cameroun. Où en 1968, le tyran d'alors, Amadou Babatoura Ahidjo, a fait voter une loi d'une discrimination incroyable et qui est utilisée par le régime de Paul Biya comme un instrument d'exclusion contre les diasporas camerounaises et notamment contre les opposants camerounais ayant acquis d'autres nationalités que leur nationalité originelle, la nationalité camerounaise. Moi, qui me tiens devant vous à cet instant, je suis Camerounais de naissance, par mon père, par ma mère et même par mon lieu de naissance. J'ai acquis en 2000 la nationalité française. La loi française reconnaît le droit à la double nationalité. Mais Paul Biya a fait écrire, et il était ministre d'Ahidjo. Lui et Ahidjo ont fait écrire ceci. L'homme camerounais qui acquiert une autre nationalité que la nationalité camerounaise perd la nationalité camerounaise. C'est ce qu'ils ont écrit dans la loi camerounaise. Attention, ce n'est pas vrai pour la femme. Hein? Regardez une république où il y a une loi qui exclut de certains droits les mâles, mais qui n'exclut pas les femelles. La loi camerounaise ne retire pas la nationalité camerounaise à la femme camerounaise qui acquiert une autre nationalité. Alors, comment Paul Biya, laissons d'abord la Côte d'Ivoire, comment Paul Biya utilise-t-il cette loi là-bas au Cameroun? D'abord, Paul Biya lui-même, dans sa propre famille. Ses enfants ont plusieurs passeports. Mais aucun d'eux n'a perdu sa nationalité camerounaise pour cela. Un de mes amis, avocat spécialisé dans la question, Maître Ndjifouta Owochaou Aboubek, m'a fait remarquer que, en fait, la loi camerounaise dit même que pour que la perte de la nationalité camerounaise soit actée, il faudrait qu'il y ait un décret du président de la République
concernant un Camerounais ayant acquis une autre nationalité, pour que cette perte soit actée selon la loi. Mais d'abord, la loi est injuste. Elle est injuste parce qu'elle ne correspond pas à la réalité sociologique camerounaise. Elle est injuste parce qu'elle n'est pas respectée par Paul Biya et les membres de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants qui ont plusieurs nationalités et qui conservent la nationalité camerounaise. La loi n'est pas respectée par les ministres du gouvernement de Paul Biya, qui sont nombreux à avoir acquis plusieurs nationalités étrangères. La nationalité américaine, la nationalité française, la nationalité belge, la nationalité allemande, la nationalité suisse, plusieurs ministres, la nationalité britannique, plusieurs ministres. Et c'est la situation pour plusieurs députés. C'est la situation pour plusieurs sénateurs. C'est la situation pour plusieurs élus municipaux. Et c'est la situation de millions de Camerounais qui, de fait, continuent à posséder plusieurs passeports. Le passeport camerounais et le passeport du pays dont ils ont acquis la nationalité. Ou des pays dont ils ont acquis la nationalité. Or, que fait Paul Biya? Au nom de cette prétendue loi, il fait la liste de tous ceux qui ont acquis, parmi les hommes camerounais, une nationalité étrangère et qui ne sont pas soumis à son régime. Il nous exclut de la participation, de l'inscription à la liste électorale. Il nous exclut de la participation aux élections. Il nous exclut de la vie politique nationale. Dès lors que tu es opposant, Paul Biya prend cette loi-là et l'utilise pour t'exclure de ton pays natal. Les membres de son gouvernement qui sont soumis à lui, les députés qui sont soumis à lui, les hommes d'affaires qui sont soumis à lui, les footballeurs professionnels qui sont soumis à lui, ils peuvent avoir toutes les nationalités qu'ils veulent. Et ils les ont. Si vous regardez par exemple les équipes nationales du Cameroun, notamment par exemple l'équipe nationale de football, il n'y a pratiquement pas un seul joueur professionnel de l'équipe nationale de football du Cameroun qui n'est pas acquis, en plus de sa nationalité camerounaise, la nationalité d'un pays européen. Donc la loi, la pseudo-loi de 1968 au Cameroun, est utilisée par Paul Biya comme une machine pour combattre ses opposants politiques. Comme Nyamsi ou Cameroun ou Africa est opposé à Paul Biya, il utilise la loi de 68 contre moi pour refuser de renouveler mon passeport, renouveler ma carte d'identité camerounaise, refuser mon inscription dans la liste électorale. Mais il y a des millions de Camerounais qui ont plusieurs passeports, qui sont dans la liste électorale, mais qui, précisément, ont montré patte blanche. Parce que Paul Biya les a identifiés comme n'étant pas opposants à lui et ne constituant pas une résistance contre son régime. Voilà la situation au Cameroun. Et je pense que si on fait une enquête dans plusieurs autres pays africains où il y a des régimes autocratiques comme celui du Cameroun, on verra que la nationalité, les lois sur la nationalité sont l'un des outils utilisés par les tyrans pour réprimer leurs opposants. Là, je vous ai parlé de la situation au Cameroun. Histoire de dire à Tidiane Thiam, bienvenue au club. Et qu'il prenne conscience que le problème en question se posait en Côte d'Ivoire pour beaucoup d'Ivoiriens avant lui. Et cela ne semblait pas beaucoup l'inquiéter parce qu'il n'est pas connu au débat pour la défense des Ivoiriens exclus. On ne le connaissait pas dedans. Pourtant, ce problème-là se pose. Bon. Je voulais essayer de vous montrer que je parle avec responsabilité de ce que j'appelle les maladresses de Tidiane Thiam. Je n'en parle pas dans l'esprit, littéralement, de l'enfoncer, puisqu'il est dans le trou, vouloir l'enfoncer. Je n'ai pas besoin de l'enfoncer. De toutes les façons, parce que, comme je vais vous le démontrer, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un véritable challenger pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il y a des hommes d'État plus lourds qui sont dans la place. Et qui sont, quelle que soit sa manière de se sonder, de s'auto-sonder, devant lui. Le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, Tidiane Thiam ne peut pas les battre dans une élection en Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas battre Alassane Ouattara dans une élection en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, je passe à la démonstration de ce que j'appelle les maladresses. Les maladresses de Tidiane Thiam. La première maladresse de Tidiane Thiam, c'est qu'après son séjour au gouvernement de Côte d'Ivoire, dans les années 90, et quand il s'est expatrié, quand il est parti de Côte d'Ivoire, il s'est complètement absenté du débat, du combat et des luttes politiques de son pays.
Quelqu'un qui se prédestine à servir un jour son pays au plus haut niveau ne peut pas pendant 20 ans disparaître de tous les tabloïds après avoir été, le temps d'une éclipse, ministre. Ce n'est pas possible. C'est la première des grandes maladresses de Tidiane Thiam. On ne peut pas nier que ce monsieur soit un Ivoirien. Celui qui nie cela est méchant, il est du diable. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais sa première maladresse, c'est de n'avoir pas marqué sa présence dans les grandes luttes politiques qui ont eu lieu alors qu'il était à l'âge du combat politique. Tidiane Thiam est un homme de pratiquement 60 ans, si je ne m'abuse. Moi, j'en ai 53. Mais en dehors de son court passage au gouvernement, sous le président Bédié, Tidiane Thiam s'est absenté du débat politique ivoirien, du combat politique ivoirien. Toutes les discriminations, tous les ostracismes, toutes les dérives, tous les risques, toutes les tragédies que la Côte d'Ivoire a connues se sont déroulées entre, mettons, 1995 et, mettons, jusqu'à 2022, sans que Tidiane Thiam n'y affirme sa personnalité politique. Ça, c'est la première des maladresses. Il ne faut jamais s'absenter du débat politique sur son pays. On peut prendre un critère très simple pour cela. Demandons à M. Thiam combien de tribunes a-t-il écrites sur la Côte d'Ivoire entre la fin de son séjour au gouvernement et son retour dans la politique ivoirienne active en 2022. Il a écrit combien de tribunes sur la Côte d'Ivoire? Il a écrit combien de livres pour dénoncer les problèmes qu'il y avait dans son pays? Il a participé à combien d'actions politiques pour combattre? Lorsque même il y a eu la crise de 2020, avec le président Bédié à la tête du CNT, pour tenter d'arracher la Côte d'Ivoire des mains de Ouattara, où était Tidiane Thiam? Il n'a pas participé aux heures décisives de la lutte de la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années. C'est sa première maladresse. Et voilà pourquoi je m'étonne qu'il se mette à se vanter sur la base de sondages sortis de son cerveau et de sa fantaisie, se vanter d'être le principal opposant ivoirien. Devant un Laurent Gbagbo, qui est présent dans la vie politique ivoirienne depuis les années 70. Lui, Tidiane Thiam, il se lève et dit que lui, il a reçu un sondage, je ne sais pas s'il l'a reçu en rêve comme un songe de Descartes, qui lui a dit que lui, il est devant Gbagbo. Il est devant Ouattara. Il va battre Ouattara au deuxième tour. Donc, voici d'abord quelqu'un qui s'absente de son pays au sens politique du terme pendant plus de 20 ans et qui apparaît comme un lapin de prestidigitateur comme ça pour dire que c'est lui qui est le type le plus important dans son pays. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui abandonne la politique pendant 20 ans et puis c'est lui le type, l'homme providentiel de tout le pays. Bon, voilà donc l'homme providentiel de tout le pays. Quand il a demandé à tout le pays de sortir pour montrer sa colère, mais c'est RFI qui comptait ses militants. Combien sont sortis? Quelqu'un qui est majoritaire dans le pays, il fallait minimum, dès lors qu'il appelle à manifester, on devait voir au moins 100 000, 200 000, 300 000 Ivoiriens dehors. Je dis bien minimum. Il y a eu combien? Il y a eu combien? Qu'est-ce qu'il y a eu quand il a fait son appel à manifestation? Bon. Deuxième maladresse de Tidiane Thiam. Au moment où il entreprend de revenir en Côte d'Ivoire, bon, il a raison de prendre langue avec celui qui exerce le pouvoir puisqu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Il a raison, en effet, de venir doucement auprès d'Alassane Dramane Ouattara, puisqu'on connaît Alassane Dramane Ouattara comme un homme intransigeant. Mais l'erreur qu'il commet, c'est qu'il donne l'impression qu'il privilégie ses rapports avec Alassane Ouattara par rapport à ses rapports avec ceux qui sont opposés et qui résistent contre Alassane Ouattara. Donc sa deuxième maladresse, c'est de se présenter comme un Ouattaro compatible. Alors que la Côte d'Ivoire a un seul problème aujourd'hui, c'est de débarrasser de la dictature de Ouattara. Lui, quand il revient en Côte d'Ivoire, il se fait identifier, il se fait présenter comme quelqu'un qui est Ouattaro compatible, quelqu'un qui a les conseils de Ouattara, quelqu'un qui est le bon petit de Ouattara, quelqu'un même que Alassane Ouattara serait en train de préparer à le remplacer.
la presse parisienne fourmille d'articles écrits pour dire que il y aurait eu une espèce d'entente entre lui et Alassane Dramane Ouattara pour que ce soit lui qui vienne représenter les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et bien de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, maintenant qu'Alassane Ouattara est fatigué. Un banquier en appelle un autre. Toute cette campagne a été menée, jamais il ne s'y est opposé. Jamais il n'est sorti pour dire « je n'ai pas dealé avec Ouattara Dramane ». Jamais il n'est sorti pour dire « je ne suis pas venu poursuivre l'œuvre de Ouattara, je ne suis pas son héritier, je ne suis pas son bon petit ». Donc il arrive, il fait la maladresse de s'identifier à l'homme que, politiquement, toute la Côte d'Ivoire, dans sa écrasante majorité, veut abattre. Deuxième maladresse. Et il va très loin dans cette maladresse, puisque c'est à cette amabilité à Alassane Ouattara qu'il doit le renouvellement de ses papiers à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici, à Paris. Il fait renouveler ses papiers ivoiriens à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et il fait savoir au monde entier que c'est Alassane Ouattara qui a donné des instructions pour qu'on les lui donne. Et Alassane Ouattara, qui est très malin et très pervers, fait savoir à la terre entière: j'ai donné des instructions fermes pour qu'on lui donne son certificat de nationalité. J'ai donné des instructions. Non, 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 non. J'ai donné des instructions pour cela. Non, 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 Tidiane, c'est mon fils. Mon fils. Tout le temps qu'ils sont dans cette idylle, Tidiane Thiam ne se rend pas compte qu'Alassane Ouattara l'embrasse pour mieux l'étouffer. Or, posons-nous une question. Quand Alassane Dramane Ouattara permet à Tidiane Thiam de renouveler ses papiers ivoiriens en 2022, il permet à Tidiane Thiam de reprendre pied dans le pays, dans le but, d'ailleurs, de récupérer le PDCIRDA. La question est, l'article 48, là, qu'on utilise aujourd'hui contre Tidiane, est-ce qu'il n'existait pas? L'article 48 de la Constitution, qui dit que l'Ivoirien qui acquiert une nationalité étrangère perd par là même sa propre nationalité. Est-ce que cet article n'était pas là en 2022? Cet article était là. Alassane Ouattara a sciemment accepté de violer l'article pour montrer à Tidiane que la loi, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est lui, Ouattara. Ce n'est pas la Constitution qui fait la loi en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara interprète la loi comme il veut. Un jour, d'ailleurs, publiquement, il est venu avec un exemplaire de la Constitution de 2016 dans sa poche. Vous vous souvenez de la scène? Alassane Ouattara a sorti cet exemplaire devant les journalistes et a dit: qui connaît mieux la Constitution de la Côte d'Ivoire que moi? Qui a fait cette Constitution? Mais qui a produit cette Constitution? Mais c'est moi. Donc Alassane Dramane Ouattara, tant qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, ne considère pas la Constitution comme la loi. C'est lui, la loi. C'est son humeur qui fait la loi. C'est son interprétation de la Constitution qui est fondamentale. Dans un système d'état de droit, normalement, c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée d'arbitrer la question de la constitutionnalité des lois, de la constitutionnalité des actes politiques. Mais Alassane Ouattara est le Conseil constitutionnel incarné de la Côte d'Ivoire. C'est lui. Alors qu'il sait que son article 48 de sa soi-disant constitution, qu'il est le seul à bien connaître, ne permettrait pas de donner un certificat de nationalité à quelqu'un qui a perdu la nationalité ivoirienne, Alassane Ouattara a fait délivrer le certificat de nationalité à Tidiane. Il lui a fait délivrer son passeport ivoirien renouvelé, ses papiers ivoiriens renouvelés. Si les soi-disant juges, là, les magistrats accroupis d'Abidjan étaient des gens sérieux, quelle est la première personne qui doit être condamnée dans l'affaire Thiam? S'ils veulent appliquer sauvagement leur loi, là, l'article 48, est-ce que vous savez qui doit être condamné? C'est Alassane Dramane Ouattara. Puisque c'est lui qui, violant l'article 48, a donné des ordres exprès pour faire délivrer un certificat de nationalité en 2022 à Tidiane, pour lui faire délivrer son passeport et mentionner sa nationalité ivoirienne, alors même que la loi l'interdisait. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Dans nos pays, là, les dictatures d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous voyez dans quelle espèce de bordel, de chaos? Est-ce que vous voyez dans quelle espèce de capharnaüm nos peuples sont plongés? Avec la loi interprétée à U et à Dia, à tort et à travers, en montant et en descendant. Est-ce que vous savez que dans l'affaire Tidiane Thiam, là, qui vient d'éclater, l'homme qui doit être condamné en premier, s'il y avait des magistrats
véritablement en Côte d'Ivoire, l'homme qui doit être condamné, c'est Alassane Ouattara. Toute la filière qui a délivré le certificat de nationalité, toute la filière qui a délivré le passeport de Tidiane Thiam en 2022, est donc supposée avoir violé l'article 48 de la Constitution. Et c'est Alassane Ouattara en personne, et il l'a dit publiquement, et Tidiane Thiam a reconnu publiquement. Il a remercié publiquement Alassane Ouattara d'avoir facilité le renouvellement de ses papiers. Or, c'est le même Ouattara, Alassane Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou, qui lui-même revendique 3 actes de naissance pour la même vie. C'est le même Ouattara qui vient d'actionner la justice pour dire que Tidiane a perdu la nationalité ivoirienne. En vertu d'une loi que Ouattara a piétinée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Tidiane Thiam, en faisant d'Alassane Dramane Ouattara l'arbitre de sa nationalité ivoirienne, a donné le bâton avec lequel Ouattara le bat aujourd'hui. C'est la deuxième grande maladresse. En s'identifiant à Alassane Ouattara, il a donné à Ouattara le pouvoir de le tuer politiquement. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est un tueur politique. Tous ceux qui se sont approchés d'Alassane Dramane Ouattara en ayant une ambition personnelle de servir la Côte d'Ivoire ont été politiquement tués. Je vous fais une petite liste. Amadou Gon Coulibaly, Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko. Tous ceux qui se sont approchés de Ouattara en ayant une ambition politique personnelle ont été politiquement massacrés. Leur destination, c'est soit l'exil, soit le tombeau, soit la prison. Vous pouvez écrire ça et aller vérifier. Je vous ai donné quelques exemples. Donc, quand Tidiane Thiam s'approche de Ouattara, Alassane Ouattara se dit, mais il me connaît celui-là. Il sait que quand on m'approche, on se soumet. Hein. On se soumet. Moi, je suis soumis à la France. Et tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent m'être soumis à moi. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Et les moutons de son parti répondent, c'est Ado. Donc, pour Alassane Ouattara, il y a eu un malentendu, en fait, entre Tidiane et lui. Quand Tidiane l'a approché, Alassane Ouattara s'est dit, il est venu pour se soumettre. Parce que Alassane Ouattara, et c'est un excellent connaisseur d'Alassane Dramane Ouattara qui nous l'a dit. Père son âme, l'ancien premier ministre Charles Konan Banny. Oui! Alassane Ouattara ne conçoit les relations qu'en termes de soumission. Chez Alassane Dramane Ouattara, l'amitié, là, c'est une relation d'inféodation, de soumission. Dixit, l'ancien premier ministre Charles Konan Banny. Père son âme. Grand-fils de Yamoussoukro. Donc, quand Tidiane Thiam approche Alassane Dramane Ouattara, Alassane Ouattara se dit, Dominique, mais il est venu se soumettre. Ah, mais il a compris. Hein. Ces histoires de crédit suisse, tout ça, ça ne vaut rien ici. Hein. C'est moi le patron. Hein. Ah non, il se met à mon service. D'ailleurs, il doit aller chercher le PDCI pour venir me le donner. Dès qu'il prend la tête du PDCI, il doit signer une déclaration, publier une déclaration pour dire que le PDCI est de retour au RHDP. C'est très clair. Sinon, il va regretter d'être revenu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez le raisonnement de Ouattara? Or, Tidiane Thiam lui pensait qu'Alassane Dramane Ouattara serait impressionné par ses qualités extraordinaires. Et voilà que j'ai fait Polytech, et voilà que je suis premier en tout, premier ivoirien en tout, j'étais premier là, j'étais premier là, j'étais premier, je suis premier. Tidiane, premier. Quand tu viens avec une mentalité de premier, près d'Alassane Ouattara, tu attires son instinct de tueur politique. Alassane Ouattara, il n'y a pas de premier autour de lui. Autour d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y a que des individus qui remplissent le critère que va nous rappeler ici M. Cissé Bakongo. M. Cissé Bakongo, quelle est la condition pour évoluer à côté d'Alassane Ouattara? Tidiane Thiam, venez faire ici votre formation en Ouattari. Votre formation en Ouattari. Parce que je crois que votre éloignement de la Côte d'Ivoire vous a empêché de connaître la bête. Quelle est la condition qu'il faut remplir pour, eh bien, être un militant ou un proche d'Alassane Dramane Ouattara? Pour approcher Ouattara, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnons la parole à un excellent connaisseur. Quelle est la posture qu'il faut adopter? Voilà. Allons-y. Le président prend une décision. Ouais. On les suit tous comme des moutons. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons dans dos.
en le mouton plein d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons rouges, moi je dis on est mouton plein d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que... Bon, Tidiane Thiam, vous notez, quand on approche Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il vous demande, c'est d'être un mouton. Et vous devez rapidement prendre une décision avec lui. Vous lui dites non et vous agissez en conséquence. C'est-à-dire que vous prenez les dispositions pour vous protéger de sa colère. Si vous lui dites oui, vous agissez aussi en conséquence. C'est-à-dire que vous vous moutonisez. Vous déposez votre cerveau à la porte. Puis vous entrez pour qu'il pense à votre place. Car c'est lui, dans sa tête, qui est le meilleur de tous. Celui qui se tient devant vous a connu cette expérience vis-à-vis face à Alassane Dramane Ouattara. Oui! Le 23 octobre 2014, je suis reçu en audience à la présidence de la République de Côte d'Ivoire par l'alors président de la République Alassane Dramane Ouattara, sur recommandation de mon leader, le président Guillaume Kibafori Soro, qui était alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'objet de cette audience est précis. Je viens solliciter l'accord du président Alassane Ouattara en tant que chef de l'administration ivoirienne pour que je sois mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc que je suspende momentanément ma carrière de professeur en France pour être mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. D'abord pendant une première période de 5 ans. L'objectif étant de me consacrer à mon rôle de conseiller spécial de l'alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. C'est le président Guillaume Soro qui a organisé pour moi cette audience, qu'il a obtenue. Le président Alassane Ouattara me reçoit avec son amabilité apparente, traditionnelle. Un grand rire. Alors Franck, venez, non, installez-vous. Mais comment ça va? Ça se passe bien, etc. Alors, rappelez-moi l'objet donc de votre visite. Je lui rappelle l'objet. Et c'est à ce moment-là que se produit l'instant décisif avec Ouattara. Pour moi, il a eu lieu le 23 octobre 2014. Alassane Ouattara me demande de renoncer à être conseiller spécial de Guillaume Soro et d'accepter plutôt d'être son conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, ce que cet homme me demande en réalité, c'est de venir le servir contre mon ami, mon leader, mon frère, mon vieux camarade de fac, Guillaume Kibafori Soro, le Che Bogota, celui que je connais. J'ai dit que mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis assis face au président Ouattara. Et je lui dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez tout le respect que je dois à votre auguste fonction. Je dois vous dire que je suis très honoré que vous pensiez que je devrais plutôt venir travailler ici à la présidence à vos côtés. C'est un très grand honneur que vous me faites. Je vous en remercie infiniment. Mais, je voudrais vous dire, Excellence, que je ne vous connais pas personnellement. C'est à travers mon ami Guillaume Kibafori Soro que j'ai fait votre connaissance. Je ne vous avais jamais rencontré de toute ma vie. C'est lui qui, un certain 2 août 2012, m'a amené à la tête d'une délégation d'intellectuels, vous rencontrer, ici au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'éducation que j'ai reçue, dans la tradition spirituelle que je respecte, la loyauté, la fidélité, en amitié, en fraternité, dans la vie, sont des valeurs cardinales. Et en politique, je respecte ces valeurs. Permettez-moi d'être mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, de travailler comme conseiller spécial du président Guillaume Soro, quitte pour lui-même, à me mettre à votre disposition chaque fois que vous le demanderez. Voilà, je vous le jure, sur tous les êtres qui me sont chers. Voilà la réponse que je donnais ce 23 octobre, vers 11 h, à Alassane Dramane Ouattara, dans son bureau, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire au plateau.
j'observais sur le faciès de l'homme un changement de couleur. Il blêmit. Son visage devint blafard. Son traditionnel rictus et son asymétrie faciale se rétablirent. Des crispations, des spasmes traversaient l'homme. Je perçus une montée en tension énorme. Mais Alassane Dramane Ouattara réussit à dominer la colère rentrée qu'il habitait en me regardant. J'imaginais déjà dans ma tête les mots qu'il prononçait mentalement. J'imagine l'aborder, sans doute, de mots de colère qu'il habitait. Il devait dire Niamarode, Batrade, Dangaden. Tu vas voir. Alassane Ouattara me dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes là pour combien de temps encore à Abidjan? J'ai dit, Monsieur le Président, je suis là pour une semaine encore. Non, 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 non. Ma réponse va venir rapidement. Hein. Je vais donner des instructions. Hein. On vous donnera ma réponse rapidement. Wallahi billahi talaï. Quand moi-même je suis sorti, ce jour-là du palais présidentiel, la première personne que j'ai croisée est vivante. C'est mon frère et ami, le vice-président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, Kone Kamaraté Soleiman. Je l'ai croisé en sortant pour aller vers mon véhicule au palais présidentiel. Je voudrais vous rappeler au passage que le président Ouattara m'invita à manger. Franchement, j'aurais bien aimé manger. Mais les dernières colorations de son visage me laissèrent penser que pour prolonger mon espérance de vie, il me fallait me priver de ce repas. Et je m'excusais pour avoir pris un petit déjeuner trop copieux pour échapper au bureau du président. Donc je croise mon ami et frère, Soul Toussoul, qui ne savait même pas que j'étais reçu en audience ce jour-là. Il me dit, ah mais tu es ici, tu es venu. Je dis non, j'étais chez le président. Le leader m'a envoyé voir le président. Et je m'en vais, comme ça, rendre compte au leader. Soul Toussoul est vivant. Il est à Abidjan. Il suivra peut-être cette conférence. Demandez-lui. Le jour-là, le 23 octobre 2014, il m'a vu sortir. Les images de l'audience existent. Hein. Je ne parle pas de choses invérifiables. Aussitôt, je me suis rendu chez mon leader, Guillaume Kibafori Soro. Il est vivant. Ceux qui peuvent communiquer avec lui pourront lui demander l'anecdote. Je me suis rendu d'urgence. Je l'ai cherché. Il était chez lui. Je l'ai trouvé finalement l'après-midi à Marcory, à sa résidence. Il me dit, alors Franklin, comment ça s'est passé? J'ai dit, président, je crois que ça s'est très mal passé et que je ne serai jamais mis à la disposition officiellement de l'État de Côte d'Ivoire. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le PR? J'ai dit, non, rien de grave ne s'est passé. Il m'a demandé d'accepter que ma mise à disposition de l'État de Côte d'Ivoire se fasse à condition que je vienne travailler comme conseiller spécial à la présidence avec lui. Et je lui ai dit, vraiment merci pour cette considération, merci beaucoup pour cette confiance, mais honnêtement, moi, celui qui m'a amené vers vous là, c'est Guillaume Soro. Je préfère travailler à côté de lui, lui je le connais. Et chaque fois qu'il vous plaira de requérir mes services, le président Guillaume Soro me mettra à votre disposition. Mais vraiment, je préfère travailler à côté de lui parce que lui, je le connais. Président, vous, c'est grâce à Guillaume Soro que je vous connais. Et je suis quelqu'un qui est loyal en amitié. Je ne contourne pas mes amis. Je ne double pas mes amis. Je n'ai pas besoin de prendre la lumière de quelqu'un. J'ai foi que Dieu m'accorde en toutes circonstances sa baraka. Le président Guillaume Soro m'a regardé et dit, hé Franklin, tu as tout foutu en l'air. C'est mort, fini. Toi, tu oses dire non au président, mais tu aurais dû dire oui. Guillaume Soro est un homme d'une extraordinaire libéralité envers ses amis. Tu aurais dû dire oui. Je dis, moi dire oui, président. Il vaut mieux que moi je ne revienne même plus ici en Côte d'Ivoire. Hein. Si c'est comme ça, là, de toute façon, moi je ne viens même plus ici tant que ce monsieur-là est président. Parce que je ne me sens plus en sécurité. Du fait d'avoir dit non. Et oui, du fait d'avoir dit non à Alassane Ouattara ce jour-là, Alassane Ouattara m'a rencontré 2 ou 3 fois à des cérémonies publiques en Côte d'Ivoire. Il a sauté 10 personnes pour ne pas avoir à me saluer. Et il y a eu à un moment donné une cérémonie publique qui s'est déroulée à l'Hôtel Ivoire. Nous étions alignés comme ça, plusieurs conseillers, proches, etc.
Alassane Ouattara a sauté 10 personnes. Il m'a vu. Avec ma taille, là, tu ne peux pas ne pas me voir. Quand il m'a vu, là, il a sauté les 10 personnes qui avaient autour de moi. Pour commencer à saluer les gens plus loin. Il avait commencé à saluer avant. Hein. Il a sauté pour aller. Quand j'ai vécu cette scène-là, elle a eu lieu environ 6 mois après. Je suis allé voir le président Guillaume Soro. Je lui ai dit, je crois que ça c'était 2016 par là. Je dis, moi je ne viens plus ici en Côte d'Ivoire. Le monsieur là, il pourrait me faire la peau ici. Il a refusé de me saluer. Là, c'est un témoignage que je vous donne. Donc, Tidiane Thiam, comment il peut s'être trompé sur Ouattara? Et en effet, depuis 2016-2017, moi, je ne venais plus en Côte d'Ivoire. Après 2017, j'ai coupé les pieds. Parce que je sentais que ce monsieur-là n'avait pas accepté que j'ose refuser de venir travailler à la présidence avec lui. Combien de fois Tidiane Thiam, qu'Alassane Ouattara est rétabli dans ses papiers ivoiriens, dans l'espoir qu'il aille prendre le PDCI, pour venir le lui donner. Et puis au lieu de venir donner le PDCI à Ouattara, il veut prendre le PDCI pour prendre la place de Ouattara. Thiam, cher aîné, vous auriez dû faire un cours de psychologie ouattarienne avant de remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sa troisième maladresse. S'identifier, comme je le disais, à Ouattara et croire qu'il pouvait avoir des plans autonomes à côté de Ouattara. Quand tu vas à côté de Ouattara, tu cesses d'exister par toi-même, pour toi-même. Tu cesses d'avoir une existence autonome et propre. Ce jour-là, j'ai dit à mon leader, le président Guillaume Soro, je préfère ne jamais être mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, poursuivre ma carrière d'enseignant en France, que de venir ici pour qu'on m'utilise contre toi. Parce que je sens qu'Alassane Ouattara veut me mettre à ses côtés à la présidence pour se préparer au moment où il va te régler ton compte. Jamais on te règle aussi bien tes comptes que quand on utilise tes propres amis contre toi. Alassane Dramane Ouattara sait que j'ai une belle plume. Je ne m'en vante pas. Mes amis le savent. Et ils savent que j'ai la puissance oratoire. Ils savent que je suis un bon conseiller. Je ne m'en vante pas. C'est un mérite qui a été acquis par le travail et par le don du Tout-Puissant et l'éducation que j'ai reçue de mes maîtres et de mes parents. Gloire leur soit rendue et infinie reconnaissance. Oui. Mais ce monsieur-là, je lui ai dit, il voulait me prendre à la présidence pour préparer le moment où il va te trahir. Et c'est là qu'il va me demander de rédiger des discours contre toi, de rédiger des éléments de langage contre toi. C'est là qu'il va me demander de communiquer contre toi. Il va me demander de sortir pour m'attaquer à mon ami, à mon frère de longue date. Je ne le ferai pas. Le président Guillaume Soro me dit, professeur, puisqu'il en est ainsi, de toutes les façons, nous on est des amis et frères pour la vie. Avec ou sans la politique, on est ensemble. Donc nous allons continuer notre chemin comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Guillaume Soro, il a connu les hauts et les bas. On n'est pas ensemble. Il faut évaluer le comportement des gens à leur caractère. Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas proposé? Bon. Donc Tidiane Thiam s'est trompé à ce niveau. Maintenant, il revient en Côte d'Ivoire. On passe à la quatrième maladresse. Il se trompe sur la psychologie d'Alassane Ouattara. Il revient en Côte d'Ivoire. Il prend le PDCI et il affirme son projet personnel. Ok. À partir de là, c'est l'homme à abattre par Ouattara. Il n'y a aucun doute. Toutes les candidatures qui ont été suscitées en bonne partie dans le PDCI contre Tidiane Thiam, tout comme les plaintes qui ont été portées au tribunal en Côte d'Ivoire contre Tidiane Thiam, ont été directement suscitées par Ouattara Dramane. Car il s'agissait de le punir de son ingratitude. La réactivation de l'article 48 par la justice, c'est Alassane Ouattara qui, en réalité, règle ses comptes avec Thiam. Parce qu'il estime que Thiam n'a pas été reconnaissant envers lui. Lui, son bienfaiteur, qu'il a ramené en Côte d'Ivoire, en violant l'article 48 de la loi. Oui. Maintenant, Thiam revient en Côte d'Ivoire. Au moment où il a pourtant un calcul personnel pour commencer une carrière d'opposant politique. Le premier geste qu'il pose envers l'opposition, c'est de choisir de rejeter une partie de cette opposition, pourtant la plus ferme, la plus radicale, la plus dure, la plus déterminée contre Ouattara.
il choisit de rejeter notre mouvement et son leader. Rejeter Génération et Peuple Solidaire. Et il l'a fait d'une manière brutale. Très brutale. Vous savez ce qu'il a fait? Une plateforme de l'opposition est mise en place. Génération et Peuple Solidaire y participent. Le président Guillaume Soro charge notre camarade, l'honorable, le colonel Kando Soumaoro, de représenter notre mouvement pour signer la déclaration collective de la plateforme, ayant pour but de demander des meilleures conditions pour les élections, de demander une vraie inclusion citoyenne, de demander vraiment un processus politique assaini en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, désormais à la tête du PDCI, s'oppose à ce que Génération et Peuple Solidaire signe cette déclaration. Menace de retirer le PDCI, RDA, de la plateforme des partis de l'opposition, si GPS doit signer là-dedans. Mobilise une métaphore infamante, présentant le leader de GPS comme un serpent qui serait dans son pantalon et avec lequel lui ne veut pas marcher. Va jusqu'à dire qu'il ne veut pas s'associer à GPS parce que GPS incarne des stratégies de prise violente du pouvoir, alors que le PDCI, lui, n'a jamais commis de violence. Pour que Tidjane Thiam dise cela, il lui faut une solide ignorance de l'histoire du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, à l'origine, c'est un mouvement d'émancipation. À l'origine, le PDCI-RDA est un parti de lutte contre le colonialisme. Le président Houphouët-Boigny a conquis le cœur des Ivoiriens pour avoir mené le combat pour la fin des travaux forcés. Le PDCI-RDA est né en partant de la lutte des planteurs africains, des planteurs indigènes, comme on les appelait, de Côte d'Ivoire, contre la domination économique, la domination politique de la France. Un président du PDCI-RDA qui a du mépris pour la lutte révolutionnaire est un président ignorant de l'histoire de ce parti. Le PDCI-RDA que vous voyez là était à l'Assemblée nationale française apparenté au Parti communiste français de Maurice Thorez. Est-ce que vous savez que le PDCI là était à un moment donné de son histoire un parti de la gauche radicale africaine? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le président Houphouët-Boigny, dans les années de braise de la lutte pour l'indépendance, a cheminé avec les mouvements de lutte les plus radicaux contre le colonialisme français et qu'il a failli plusieurs fois perdre la vie dans cette lutte? Le PDCI-RDA que vous voyez là est un parti qui, à certains moments de sa vie, a eu une pratique révolutionnaire. C'est un parti qui a appliqué les méthodes marxistes-léninistes, communistes, dans certaines phases de sa lutte. Et il n'y a que des ignorants qui peuvent se tenir à la tête du PDCI-RDA et dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas droit à la résistance et à la légitime défense. C'est cette dimension historique du PDCI-RDA que feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, a accepté d'assumer lorsqu'il a pris la tête du CNT, de la désobéissance civile contre le régime illégitime, illégal, criminel, pourri, corrompu de Ouattara. Le président Bédié, à plus de 80 ans, a eu le courage de réactiver la capacité révolutionnaire de cette formation politique. Devenu vieillard, il a eu le courage de dire non à Ouattara et de tenir dans sa bouche son traditionnel cigare quand Alassane Ouattara a envoyé des hommes en armes dans sa chambre à coucher. Il leur a dit: je ne suivrai personne, je n'obéirai à aucun de vos ordres. Tirez si vous voulez. J'en ai rien à foutre. C'est ça le PDCI-RDA. Et c'est en cela que ce parti a un rôle essentiel dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est la mémoire de la lutte d'indépendance du peuple ivoirien. Même si par la suite, le président Houphouët-Boigny va mettre beaucoup d'eau, pour ainsi dire, dans son vin, et trouver une formule de coopération, de collaboration, et même de soumission au colonialisme et au néocolonialisme français, personne ne peut effacer les pages de résistance du PDCI-RDA des années 40-50. Personne. Or, Tidjane Thiam, il revient en Côte d'Ivoire et il renie cette dimension révolutionnaire du PDCI-RDA. Et c'est précisément parce qu'il a renié cette dimension qu'il ne peut pas l'activer.
Regardez son appel à manifestation. Pourquoi ça a échoué? Mais parce que les bases authentiquement révolutionnaires du PDCI-RDA ne se reconnaissent pas dans ce bourgeois gentilhomme qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a commencé par se moquer des résistants authentiques, de ceux qui risquent leur vie pour libérer le pays, le Ouattara. Il a commencé par se moquer d'eux. Il nous a présentés comme des serpents dans le pantalon. Ça, c'est sa 4e maladresse. Tu rentres dans le pays, alors que Ouattara n'a pitié de personne, il a brutalisé le président Bédié, il a brutalisé tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ouattara est sur nous par des voies de fait. Il utilise la prison, il utilise les balles, il utilise les bacs à verre, il utilise des milices, il utilise le poison pour nous éliminer. Et toi, tu viens et tu te moques de ceux qui se dressent face à Ouattara pour lui dire « La Côte d'Ivoire ne capitulera jamais. Ouattara passera avec sa Ouattari et la Côte d'Ivoire vivra. » Voilà la 4e erreur fatale de Tidiane Thiam. Il s'est coupé non seulement des forces révolutionnaires de son propre parti. S'il avait des forces révolutionnaires, s'il avait une jeunesse qui avait confiance en sa capacité d'être un leader de résistance, cette jeunesse serait sortie. On aurait eu au moins 100 000 personnes dehors en Côte d'Ivoire. On aurait eu au moins 100 000 personnes dehors en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est sa 4e erreur. Mais notre camarade Kando Soumaoro, qui a signé la déclaration de la plateforme, est arrêté par Ouattara et foutu en prison. La plateforme de l'opposition en question se réunit à nouveau et il est question de signer un texte de soutien à notre camarade. Tidiane Thiam demande que le PDCI ne figure pas dedans. Que le PDCI peut soutenir le citoyen Kando Soumaoro, mais il est hors de question de soutenir le militant de GPS. C'est ce que Tidiane Thiam l'a fait. Alors, comment quelqu'un qui a fait ça peut se lever, là tout d'un coup, parce que lui, il vient d'être radié des listes électorales, radié de la nationalité ivoirienne, tout d'un coup, il veut organiser des manifestations en utilisant l'effigie de GPS pour mobiliser les gens à Paris et partout. Voilà quelqu'un qui a demandé d'effacer le nom de GPS des documents. Voilà quelqu'un qui a boycotté GPS. Voilà quelqu'un qui a traité le leader GPS de serpent dans le pantalon. Sans consulter même la direction de notre mouvement, ils veulent associer le nom de notre mouvement aux manifestations après son exclusion, sa radiation de la liste électorale. Mais le 17 mars, quand on a regardé les listes électorales, il n'y avait pas le nom du président Gbagbo, du président Guillaume Soro. Il n'y avait pas le nom de Charles Blé Goudé. Lui, là, il était où? Pour appeler à la résistance. Donc la résistance commence seulement quand c'est lui qui est exclu. Vous voyez les opposants opportunistes? Vous voyez la mentalité petite bourgeoise? Que tout le monde se sacrifie pour moi. Moi, je ne me sacrifie pas pour les autres. Quand les autres ont un problème, je fais le mort. Comme il a fait le mort pendant 20 ans. Les autres avaient des problèmes, il faisait le mort. Quand lui vient, il faut que tous les autres se sacrifient pour lui. Le 17 mars, on a enlevé le nom du président Babou. Il a fait quoi? Il a appelé à quelle action? Tidiane Thiam. On a enlevé le nom du président Soro. Il a appelé à quelle action? On a enlevé le nom du président de COGEP, Charles Blé Goudé. Il a appelé à quelle action? C'est quand lui, on enlève son nom là. Et qu'on en profite pour faire de lui maintenant un apatride. Ce qui est une honte pour le régime de Alassane Ouattara. C'est là que lui, il veut maintenant lancer des appels à manifester en utilisant le nom de GPS. Parce que nous, on est habitués à manifester, nous. On est habitués à résister, on n'arrêtera jamais de résister contre l'injustice. Alors, comment des gens que vous avez exclus, que vous avez rejetés, que vous avez repoussés, des signatures de la plateforme de l'opposition à laquelle ils voulaient appartenir à vos côtés, comment ces gens-là soudain deviennent utiles et doivent maintenant mobiliser la population avec vous parce qu'on vous a retiré des listes électorales et maintenant on vous a enlevé l'éligibilité. Ça, c'est la 5e maladresse de Tidiane Thiam. Prenez l'exclusion des opposants les plus déterminés et quand il est en difficulté, vouloir utiliser l'aura de ses opposants pour mobiliser. Ça s'appelle l'opportunisme petit bourgeois. C'est un phénomène politique connu. C'est comme ça qu'on l'appelle. L'opportunisme petit bourgeois. L'opportunisme petit bourgeois. Voilà
Voilà ça. Oui, j'en étais à sa quatrième erreur fondamentale. Je passe à la cinquième. Quelle est la cinquième erreur fondamentale de Tidiane Thiam? Il est victime, en effet, de la brutalité, de la sauvagerie, de la barbarie d'Alassane Ouattara. Je dénonce la brutalité, la sauvagerie et la barbarie d'Alassane Ouattara. Il ne faut pas que cette conférence soit perçue comme une caution au satrape. Pour ma part, l'article 48 de la loi en Côte d'Ivoire, il doit être aboli immédiatement, il ne doit pas être considéré. C'est un article scélérat. Il est plus criminel que l'article 35. C'est un article plus chaotique et plus dangereux que l'article 35. C'est un article qui doit être supprimé. Il n'est pas constitutionnel. On doit démontrer que c'est un article qui est incompatible avec l'esprit d'une constitution républicaine. Donc je ne suis pas là pour légitimer la décision des magistrats accroupis qui ont déjà servi pour prononcer des peines inhumaines contre des innocents. Je ne suis pas là pour ça. Mais je dis ceci. Voici Tidiane qui vient d'être victime à son tour d'une injustice. Mais que Guillaume Soro connaît, que Laurent Gbagbo connaît, que Blé Goudé connaît, que des milliers d'Ivoiriens connaissent. Uniquement parce qu'ils sont opposants au régime de Ouattara. Il fait donc son discours pour accuser de ce coup fatal qui lui est porté par celui qu'il croyait devoir lui faire la passe. Celui dont il attendait qu'il lui fasse la passe du pouvoir. Mais ce qui est incroyable dans le discours, ce qui est incongru dans le discours de Tidiane Thiam, après son exclusion, sa radiation des listes électorales, et donc son apatridie proclamée par Ouattara, ce qui est incroyable, c'est que monsieur commence par faire dans son discours, qui dure environ 8 minutes, une première partie consacrée à dire que selon les sondages, il est l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où il allait chercher ces sondages, mais je vois que les sondages sont sortis de la même mentalité, l'opportunisme petit bourgeois. Il croit que sa radiation des listes électorales, son exclusion des listes électorales, sa sortie d'éligibilité, va le rendre plus populaire que Laurent Gbagbo, que Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. Par quelle alchimie? Pour quel fait de résistance? Dans l'histoire de la résistance, là, de la lutte contre l'injustice en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam a écrit combien de pages? Pour que tout d'un coup, là, lui, il passe avant Laurent Gbagbo et il passe avant Guillaume Soro. Par quelle magie? Il commence par dire que des sondages le donnent vainqueur. Parmi les opposants, il est le premier, devant le président Gbagbo. Mais ça, c'est un blasphème. Mais c'est une foutaise. Et c'est à cette foutaise que le PPRCI lui a répondu, en demandant à ses bases militantes de ne pas participer à son appel à manifester. Lui, Tidiane Thiam. Tu dis que tu es plus populaire que le président Gbagbo. Mais démontre-le. Appelle à manifester. Appelle tes populations populaires que tu revendiques. Et montre à Laurent Gbagbo qu'en Côte d'Ivoire, tu as plus de gens derrière toi que lui. Oui. Parce que Laurent Gbagbo, on l'a vu à Dabou. Hein. On a vu les hordes humaines qui sortaient. On a vu les foules interminables qui suivaient son cortège. Tidiane Thiam. Puisque vous êtes mieux placé que Laurent Gbagbo, selon vos sondages imaginaires, fantasmagoriques, des sondages complètement délirants. C'est des sondages qui relèvent du delirius tremens. C'est-à-dire que même si une entreprise de sondage sérieuse vous donnait ce type de sondage, Tidiane Thiam, il faudrait récuser cette entreprise et vous méfier. Il faudrait chasser le directeur de cette entreprise de votre bureau. Parce que c'est quelqu'un qui vient vous créer des problèmes en vous mentant sur la réalité de votre représentativité politique. Non, monsieur Croix, il a rêvé que dans les sondages, il est premier. Et il le dit. C'est avec un tel discours qu'on veut aller dans un rassemblement de l'opposition pour lutter contre l'injustice. Les sondages me placent avant le président Gbagbo. Et au deuxième tour, les sondages disent que je vais gagner avec plus de 53% contre Ouattara. Voilà ce que l'homme dit. Et quelques jours plus tard, son parti est en train d'appeler les gens à manifester en utilisant les sigles des partis qu'ils ont maudits. Des partis qu'ils ont présentés comme des serpents. Sans même la moindre concertation avec la direction des autres partis de l'opposition, il veut utiliser le nom des autres partis de l'opposition.
Il prétend avoir pris le leadership du petit paquet de partis avec lequel il est en plateforme. Mais est-ce que c'est ce que Mme Simone Babo pense? Est-ce qu'il est sûr que Mme Danielle Boni-Claverie, toutes les femmes politiques là, qui font partie de leur coalition, là, ils pensent qu'elles pensent vraiment que Tidiane est plus populaire dans le pays qu'elle? Est-ce que Tidiane est sûr qu'il est plus populaire que Mme Babo en Côte d'Ivoire? Simone Babo? Est-ce qu'il s'est bien pesé avant de dire même ce qu'il a dit là? Même dans leur micro-coalition là, ils pensent que Mme Simone Babo le considère comme le leader? En Côte d'Ivoire là, Simone Babo est présente dans la vie politique depuis les années 70, non-stop jusqu'à maintenant. Voilà quelqu'un qui a fait un éclipse, qui a fait une éclipse au gouvernement. Et qui se croit plus présent dans la vie politique du pays que des gens qui sont là et qui luttent depuis 40 ans. 50 ans même. Donc, Tidiane Thiam commence son discours en disant que, en fait, il est le principal opposant de Côte d'Ivoire. Il est le plus populaire. Il invoque un sondage dont il nous dit qu'il publiera les résultats par souci de transparence. Qui lui a demandé les résultats de ces sondages? Quel sondage? Sur quelle base? Quel est l'homme politique ivoirien là qui peut gagner l'élection au premier tour? Ça se saurait depuis 2010 quand même. Le président Guillaume Kibafori Soro a l'expérience d'avoir organisé des élections décisives en Côte d'Ivoire. En 2010, quelle était la répartition? Laurent Gbagbo en tête, avec 38%. Alassane Dramane Ouattara a annoncé à la suite, avec 32%. Le président Aimé-Henri Konan Bédié avec 25,6% ou bien environ 26%. C'était ça la répartition en 2010. Tidiane Thiam, lui, il est sorti d'où? Pour croire que lui peut avoir la popularité du président Bédié en Côte d'Ivoire. Pour quelle carrière politique accomplie en Côte d'Ivoire? Pour quel fait d'armes? Pour quel parcours? Lui, il peut incarner les 26% même du président Bédié. Il a rêvé de ça comment? Président Bédié ne peut pas faire plus de 40% au premier tour. C'est Tidiane qui vient et qui vient doubler toute l'opposition. Et qui ensuite va passer devant Ouattara au deuxième tour. C'est-à-dire que le simple fait qu'il ait évoqué ce sondage, c'est sa 5e foutaise. C'est un manque de respect total pour l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Un manque de respect total pour les normes même de la science politique, de l'analyse politique. C'est un manque de respect pour l'intelligence des Ivoiriens. Tidiane Thiam ne peut pas être plus populaire en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo. Impossible. Il ne peut pas être plus populaire en Côte d'Ivoire que le président Guillaume Soro. Impossible. Ah, le président Guillaume Kibafori Soro a été présenté par le président de la République, Laurent Gbagbo, comme son meilleur premier ministre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Laurent Gbagbo a eu plusieurs premiers ministres. Il dit, le meilleur de tous, que lui, il a eu là, c'est Guillaume Soro. Si c'est moi qui avais dit ça, on dirait, oh, c'est ton ami, c'est ton leader, hein, c'est ton camarade. Vous traînez ensemble d'une manière ou d'une autre depuis 1995. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est là, à Abidjan, le président Laurent Gbagbo. Vous pouvez toujours aller lui demander pourquoi il a dit un jour que celui qui a été, de tous ses premiers ministres, le meilleur, c'est Guillaume Soro. On a vu dans les applaudimètres, hein. On a vu dans les cérémonies publiques, même quand, à l'intérieur d'une formation politique de l'opposition comme le PPACI, le nom du président Guillaume Soro est évoqué. Vous voyez comment le peuple réagit. Tidiane Thiam, il parle de quoi là? Prendre la direction du PDCI avec la bénédiction des délégués qui croient toujours au mythe du Messie qui viendrait de l'étranger les sauver. Ce n'est pas prendre la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Il en est aux antipodes. Et donc sa faute ici, c'est une fois de plus cette espèce de mépris narcissique de l'opposition qu'il a affiché par ce sondage farfelu, saugrenu, sans pied ni tête, qu'il met à l'entête de son discours après sa radiation, son exclusion électorale. C'est une très grande faute. C'est la 5e faute de Tidiane Thiam. C'est la 5e erreur fondamentale de Tidiane Thiam. Mais venons-en à la 6e. Parce qu'il y en a 7. La 6e erreur fondamentale de Tidiane Thiam, c'est que, en fait, depuis très longtemps, il
essaye d'associer son image à celle du président français actuel, Emmanuel Macron. Il essaye d'associer son image à celle du président français actuel, Emmanuel Macron. Il essaye de se présenter comme très proche d'Emmanuel Macron. Or, en fait, si Tidiane Thiam était au contact avec les masses populaires africaines, comme nous le sommes, il saurait que t'associer à Macron, c'est aliéner les Africains. Je recommence. Si Tidiane Thiam était au contact des masses populaires, comme nous le sommes, il saurait qu'aujourd'hui, en Afrique, dire que tu es avec Macron, c'est te mettre l'écrasante majorité des Africains à dos. Or, Tidiane Thiam n'a pas compris que certes, en 2017, quand il venait d'arriver au pouvoir, certains leaders africains ont été tentés de penser que parce qu'il était jeune, Emmanuel Macron pouvait être un allié pour l'amélioration de la condition politique en Afrique. Qu'il était neuf, il n'appartenait pas à l'ancienne, à la vieille classe politique française, et qu'avec lui, on pourrait vraiment innover et faire avancer les relations franco-africaines. Beaucoup de dirigeants africains ont cru en la jeunesse de Macron avant de connaître la désillusion. Nous-mêmes, à Génération Un Peuple Solidaire, notre leader, quand Emmanuel Macron venait d'arriver au pouvoir, a cru que celui-ci pouvait comprendre les changements nécessaires, les changements générationnels nécessaires en Afrique. Mais très rapidement, nous avons compris que Macron était un vieux président français dans la peau d'un jeune homme. C'est-à-dire qu'il avait préservé et conservé tous les fondamentaux des dirigeants de la Ve République. Il était sans état d'âme. Il fallait maintenir par tous les moyens possibles le précaré français, les intérêts des multinationales, maintenir la mainmise de la France sur ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle. Ça, on l'a compris en un an. En un an, l'affaire a été bouclée. Le tour de Macron était déjà fait. Et nous, on est quittés dans ça. De toute façon, personnellement, moi, personnellement, je n'ai même jamais commencé à penser que Macron, parce qu'il était un homme politique nouveau, pouvait être nouveau pour l'Afrique. Je n'ai jamais voté pour lui. Je suis électeur en France. Je n'ai jamais voté pour Macron. Je dis, même dans ma propre famille, je n'ai pas réussi à convaincre tout le monde de ne pas voter pour lui, puisque c'est une tradition ici en France qui s'est arrêtée récemment. Chaque fois que le Front National menaçait de prendre le pouvoir, mécaniquement, on coalisait la société électorale française pour voter pour le candidat opposé au Front National au second tour. C'est le traumatisme de 2002. Et qui a créé cette fameuse histoire de Front républicain. Un barrage républicain. C'est terminé ça, puisque aujourd'hui, Macron gouverne la France en association avec Marine Le Pen. Bon. Mais, moi je n'ai jamais voté pour Macron. Parce que très tôt, j'ai senti qu'il avait les vieux réflexes de l'élite politique de la France-Afrique. Je n'ai jamais voté pour lui. Chaque fois qu'il allait au second tour avec Le Pen, je reste chez moi. Je préfère rester chez moi. Certes, dans la classe politique française, il y en a très peu qui soient libérés des mécanismes néocoloniaux. Même chez Mélenchon, il m'est arrivé de donner des conférences ici pour montrer que plusieurs de ces mécanismes sont restés actifs. D'accord? Mais enfin, moi, je me réjouis de ne mettre jamais un tant soit peu trompé sur Macron. Ah non, lui, franchement, je l'ai vu venir. Je suis fier de ne lui avoir jamais accordé du crédit. Jamais. Car j'ai perçu, toute la dangerosité de sa politique. Donc, Tidiane Thiam, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie à Macron. Alassane Ouattara et lui se mettent à s'arracher Macron. Vous connaissez Ouattara? Alassane Ouattara, c'est l'homme qui proclame qu'il est l'ami de tous ceux qui sont importants dans le monde. Même quand ceux-là même ne sont pas au courant. Mais c'est un ami. C'est un ami, Macron. Non, mais Manu, mais Dominique, tu connais. Manu, tu sais, quand il était étudiant à Paris, je l'ai reçu plusieurs fois. Il ment comme ça tout le temps. Or, Tidiane Thiam, lui, il a tout fait pour montrer que Emmanuel Macron et lui étaient des amis qui, littéralement, se retrouvent à tuer à toi, qui se mettent ensemble en bras de chemise, qu'ils s'asseyent dans les mêmes avions, qu'ils s'asseyent dans les cercles éthérés de la haute finance internationale, à Davos en Suisse, dans les clubs de Paris, de Londres, de Berlin. Il a tout fait pour s'identifier à Macron. Et il faut qu'il sache que l'opinion populaire africaine le déteste à mort pour ça. Que lui, là, qui aime faire des sondages, je ne sais pas où il les fait, qu'il demande, dans un sondage,
indépendant, aux opinions africaines, ce qu'on pense de sa proximité avec Macron. Il va entendre tous les noms d'oiseaux volés de toutes les opinions africaines. Et même, d'abord, de l'opinion ivoirienne. Donc, voilà, franchement, sa 6e erreur. Je viens à la dernière erreur fondamentale. C'est qu'une fois qu'il est privé de sa nationalité ivoirienne, une fois qu'il est privé de son inscription dans les listes électorales, ben, il lâche ses troupes. Toi, tu es le président du PDCIRDA. On n'a pas pris une décision de justice pour te mettre en prison. On peut comprendre que tu refuses d'être mis en prison. Et que tu te mettes, eh bien, en retrait à l'étranger pour organiser tes troupes. Mais il n'y a pas eu une décision de justice te condamnant à la prison. On dit que tu n'es plus dans les listes électorales, tu es radié. On n'est même pas venu chercher ton passeport chez toi. Le passeport qu'Alassane t'a donné là, il n'est pas venu chercher ça. Ils ne sont même pas venus t'arracher ton certificat de nationalité. Tu te casses, tu viens rester à Paris. Mais est-ce que ça, c'est un commandant, ça? Ça, c'est quelqu'un qui peut commander des hommes? Ça, c'est la 7e erreur. Le manque de courage politique. C'est-à-dire qu'à peine Alassane Ouattara t'égratigne, déjà tu as Béou. Non! Il faut au moins tenir bon sur le terrain jusqu'à ce que Ouattara prenne des décisions évidentes qui, menaçant ta sécurité immédiate, bon, t'oblige effectivement, éventuellement, à te replier si c'est nécessaire. Mais nous, on a tenu là, dans ce pays-là, Alassane Ouattara a pris en chasse notre leader pratiquement à partir de 2016. Avant 2016, il avait déjà instrumentalisé des ministres du gouvernement ivoirien pour faire des rapports contre Guillaume Soro. Il avait déjà actionné des fonctionnaires de l'ONU pour écrire des accusations délirantes contre Guillaume Soro et essayer de le noyer. On l'accusait de détenir 20 tonnes d'armes. Etc. Ça, c'était actionné par Ouattara. J'ai même fait une médiation autrefois entre Feu Ahmed Bakayoko et le président Guillaume Soro. Parce qu'Ahmed Bakayoko écrivait des rapports attribuant à Guillaume Soro des projets de coup d'État. Ces rapports échouaient sur la table de Ouattara, qui prenait un malin plaisir à les faire lire à Guillaume Soro, en faisant comme si ce n'est pas lui qui les avait commandés. Je suis intervenu, puisque je connaissais Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro, pour essayer de les amener à ne pas se laisser entraîner dans la spirale de Ouattara. C'est à l'occasion de cette médiation que le président Guillaume Soro fit la prophétie suivante à Ahmed Bakayoko, lors d'une entrevue célèbre entre eux, en zone 4, dans un restaurant. Il lui dit ceci: Ahmed, on t'utilise pour me combattre. Peut-être réussiras-tu à me tuer ou à me contraindre à l'exil. Peut-être. Mais sache que tu réussisses ou pas, après qu'Alassane Ouattara aura fini de t'utiliser pour me combattre, il va t'éliminer. Wallahi billahi talahi. Guillaume Soro, président de GPS, est vivant. C'est ce qu'il a dit à Ahmed Bakayoko. On t'utilise pour me combattre. On t'utilise pour m'écarter. Quand tu auras fini de jouer ce rôle, toi, tu seras écarté et tu ne seras même plus vivant sur la terre des hommes. Guillaume Soro a dit cela à Ahmed. Et on connaissait Ahmed Bakayoko pour sa facilité à se débarrasser des objections. Ah non, Bogota, faut pas voir les choses négativement. C'est notre vieux père, il ne peut pas faire des choses comme ça, tu sais. C'est notre papa à tous, on n'a qu'à aller doucement, doucement. Hein, Bogota, faut laisser ça. Moi, je suis ton frère, j'ai été ton conseiller, donc tu m'as aidé. Non, 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 moi, je ne suis pas ingrat dans la vie. Hein, faut laisser ça. C'est moi, j'ai dit au professeur à l'aéroport l'autre jour d'organiser notre rencontre. Ouais, non, Bogota. Guillaume Soro le dit à Ahmed. Est-ce que ça a loupé? Où est Ahmed? 6 pieds sous terre. Et avant de mourir, il a dit, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Vous savez pourquoi il a dit, ils m'ont eu? Mais si c'était nous, les opposants à Ouattara, qui étaient coupables de sa mort, il aurait cité nos noms. Il a dit, ils m'ont eu. Il n'a pas osé nommer la Ouattari. Parce que sa famille
a des intérêts en Côte d'Ivoire. Lui-même a des intérêts, les enfants, etc. S'il les nommait, Alassane Ouattara dépossédait tout le clan. Donc, il a juste dit, ils m'ont eu. Et ça, c'est parvenu aux oreilles de tout le peuple. Ils m'ont eu. Ils qui? Le clan. C'est la Ouattari qui s'est débarrassé d'Ahmed Bakayoko. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a été refroidi en un temps record. Parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Donc, pour revenir à Tidiane Thiam, sa septième erreur, elle est là. Et vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est complètement enfermé hors du cœur du peuple de Côte d'Ivoire. Complètement enfermé hors du cœur du Côte d'Ivoire. Il vient à Paris. Une décision de justice comme celle-là, Tidiane Thiam devait rester à Abidjan pour la contester. Il devait parler à partir du siège de son parti, qui n'est pas fermé. Il devait contester la décision au siège du PDCRDA. Il devait dire, cette décision-là, je la conteste et je vais la combattre. Juridiquement, politiquement, je vais la combattre. Il pouvait faire une déclaration, on peut dire, mesurée et modérée, pour ne pas déclencher la folie violente de Ouattara. Ok. Mais, Tidiane, c'est au siège qu'il fallait être. Voilà quelqu'un qui prend la présidence d'un mouvement. À peine on fait « Ah !» il se cherche. C'est comment ça? Nous, notre leader, Guillaume Kibafori Soro, il voulait rentrer, non? Le 23 décembre 2019, le leader de GPS a voulu rentrer en Côte d'Ivoire. Il en a été empêché. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. L'interdiction d'atterrir. Même quand son avion, qui a été détourné de force, a atterri à Accra en urgence et qu'il a voulu descendre au sol à Accra, Alassane Ouattara, utilisant ses relations avec Nana Akufo-Addo, a fait ordonner que Guillaume Soro reste dans son avion et que l'avion décolle pour entrer en Europe. Donc nous, à la tête de Génération Un Peuple Solidaire, nous avons quelqu'un qui a toujours assumé la direction du combat de notre mouvement. Et quand il a dit « j'ai mis fin à mon exil », vous devez bien comprendre qu'il sera bientôt en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à voir sa position dans l'espace pour vous rendre compte que, en réalité, il est déjà en Côte d'Ivoire. Oui! Donc, Tidiane Thiam, il se lève, il vient s'asseoir à Paris ici, et il dit que, maintenant, il a été mis en situation d'apatridie, il a été fait comme ça. Mais non! Si tu es vraiment un leader africain populaire, bon, il faut se positionner en Afrique là-bas. Il faut se positionner en Afrique. Parce que tu viens de prendre la direction du PDCRDA. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Il faut essayer, toi aussi, prends un avion pour rentrer. On va voir si Alassane Ouattara t'empêche de rentrer. Il n'y a pas une condamnation qui court contre toi pour t'arrêter et t'amener en prison. Tu n'es même pas accusé de faux et usage de faux. On dit juste que tu n'es pas dans les listes. Viens. Donc, pour la première fois, il est confronté à une épreuve qui requiert le courage politique et il n'en a pas. Et il dit qu'il est l'homme d'État le plus populaire du pays. Comment toi tu es l'homme d'État le plus populaire du pays et le pays n'est pas en ébullition? Après une décision aussi inique, aussi grave, aussi flagrante contre toi. Et puis, tu veux utiliser le nom du PPACI et de GPS pour mobiliser. C'est trop facile. On a dit non. Je voudrais saluer ici la lucidité des dirigeants du PPACI et de notre direction, du mouvement GPS, qui ont donné instruction de ne pas participer sans une consultation étroite entre les directions de nos mouvements, ne pas participer à des actions complètement éparpillées et incontrôlées, et qui ont pour but de se fabriquer sur le dos de mouvements qui sont sur le terrain de la résistance depuis très longtemps, une popularité qu'on ne possède pas en réalité. Voilà, mes chers amis, balayés en long et en large, les 7 principales erreurs de Tidiane Thiam. Et ce sont des erreurs que nous ne devons pas commettre, pas seulement en Côte d'Ivoire, partout ailleurs. Quelle est la solution? La solution aujourd'hui, à la situation dans laquelle se trouve le PDCRDA, l'opposition ivoirienne et le peuple de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait une véritable concertation entre les forces politiques qui veulent combattre Ouattara. Il ne faut pas tenter de récupérer les forces politiques par le bas
Il faut une concertation par le haut, une entente entre les dirigeants des forces politiques, la mise en place d'un cadre de travail commun entre ceux qui veulent lutter contre Ouattara pour libérer la Côte d'Ivoire et la mise en exécution d'un agenda convergent, un agenda concerté. Il ne faut pas tenter de prendre les autres partis politiques de l'opposition à la hussarde. Si vous voulez, en effet, que les forces de l'opposition participent à une action, il faut, puisque vous êtes à la tête d'un parti d'opposition, entrer en discussion avec les partis d'opposition que vous estimez proches de votre position et créer un cadre de travail. Il faut respecter les gens dans le pays. Surtout, il faut respecter les gens qui ont vécu. Tidjane Thiam est arrivé en politique en Côte d'Ivoire avec l'illusion de mépriser ceux qui ont vécu. Personnellement, je lui déconseille de continuer dans cette pente mégalomaniaque, dans cette pente d'autoglorification qui consiste pour lui à tenter de se fabriquer par des sondages imaginaires une popularité qui n'est pas réelle. Qu'il se mette humblement au travail politique et qu'il sache qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des hommes d'État plus capés que lui dans l'opposition. Ce sont les présidents Laurent Koudou-Babo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça sont des hommes d'État sûrs. Et il y en a d'autres qui sont là. Il ne faut pas que Tidjane arrive et qu'il pense qu'il peut passer devant cela. Il ne peut pas. Et c'est la leçon qui vient de lui être donnée. Il pourrait penser que PPACI et GPS se sont concertés. Il n'y a pas eu de concertation. La direction de GPS a demandé aux militants de ne pas s'associer à des manifestations qui n'ont pas fait l'objet d'une concertation entre les directions des mouvements. Alors, il faudrait déjà que Tidjane Thiam et son PDCI apprennent à respecter GPS, à respecter la direction de GPS, à respecter le leader de GPS, pour espérer prendre notre sigle et coller ça dans une manifestation qu'ils veulent faire. Oui! On dit, si quelqu'un qui est aveugle te piétine une fois, tu lui dis attention. Il te piétine 2 fois, tu lui dis attention. La 3e fois là, il faut le piétiner aussi. Là, il va comprendre que même s'il est aveugle, il y a quelqu'un qui est là. Donc, Tidjane Thiam est venu, jouant à l'aveuglette, il s'est amusé à piétiner les gens. Et il faut qu'il sache que quand tu piétines 1 fois, 2 fois, la 3e fois, on ne te laissera pas. Qu'il revienne au b.a.-ba de l'action politique véritable. Et qu'il réactive la verve révolutionnaire, originelle, la verve progressiste, l'esprit de lutte qui a présidé à la naissance du grand PDCI-RDA historique, parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si lui veut espérer participer à la lutte de libération ivoirienne du XXIe siècle, il faut qu'il réétudie l'histoire du parti dont il est devenu président. Parce que manifestement, il y a beaucoup de pages qu'il ignore. Qu'il lise les travaux les plus sérieux sur l'histoire du mouvement du Rassemblement démocratique africain et en particulier qu'il étudie les différentes nuances du PDCI-RDA. Il y a une dimension là dans le PDCI-RDA qui est très utile pour la lutte ivoirienne contemporaine. Mais ce n'est pas Tidjane qui peut l'activer, car lui, il a des réflexes, de petits bourgeois. Il n'a pas les réflexes de leader révolutionnaire. Bon, c'est normal, hein? Lui, de toutes les façons, sa carrière est déjà faite, non? Il a gagné suffisamment d'argent à la banque. Pourquoi il va faire la révolution? La révolution est faite pour ceux qui sont capables de tout perdre. Elle est faite pour ceux qui n'ont rien et qui veulent avoir quelque chose. Elle est faite pour ceux qui croient en la nécessité du progrès social et de la transformation sociale. Elle n'est pas faite pour les individus repus, habitués à la jouissance du pouvoir. Les individus qui n'aiment aucun risque et qui veulent simplement coulisser d'un fauteuil moelleux à un autre. Ce n'est pas fait pour ce genre d'individus. C'est-à-dire les petits bourgeois. Alors, on peut tout à fait être de conditions sociales aisées et choisir le chemin de la révolution. Choisir le chemin de la lutte pour émanciper son peuple. Dans ce cas-là, on n'a pas les comportements que Tidjane là a.
Donc dites-lui, vous qui êtes avec lui à Paris, de repenser les 7 erreurs fondamentales qu'il a commises et d'y remédier s'il veut participer à la libération de la Côte d'Ivoire. Je conclus en lui marquant ma solidarité pour l'injustice dont il est victime. Car c'est un être humain. Et je sais la douleur de l'exil. La douleur de l'exclusion, là. Je sais ce que c'est. Je ne peux pas souhaiter cela à un être humain. L'exclusion de ton pays natal. L'exil de ton pays natal. Le rejet dans ton pays natal. C'est l'une des choses les plus scabreuses, les plus ignominieuses qu'un être humain puisse subir. Je dis à Tidiane Thiam, sur ce plan d'humanité, ma solidarité humaine. Et je lui demande de descendre des chevaux sur lesquels il est monté. Qu'il descende vite. Sinon, il continuera à apprendre à ses propres détriments. Voilà, mes chers amis, la communication que je voulais délivrer aujourd'hui. Je me suis efforcé, je l'espère, d'être le plus explicite possible et de trouver les mots justes pour nommer les idées que j'estime justes. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.